Il est 19h50, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire de cette édition, une réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité s'est tenue ce mercredi au Palais de la Présidence. Le dossier des 46 soldats ivoiriens retenus au Mali à l'ordre du jour. La Côte d'Ivoire a décidé de saisir la commission de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest pour la tenue d'une réunion extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement pour un règlement du conflit. La rentrée scolaire à l'ordre du Conseil des ministres, plusieurs mesures annoncées, dont une concernant les COGES qui verront leurs comptes crédités. Et puis rentrée scolaire à deux vitesses, vous le verrez, dans certains établissements du privé confessionnel, l'heure est encore aux inscriptions et à la formation du personnel. Une réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité s'est tenue ce mardi au Palais de la Présidence au Plateau. Cette rencontre présidée par le président de la République Alassane Ouattara a permis au Conseil d'analyser les derniers développements du dossier des 46 soldats encore détenus au Mali. Dans ce dossier, la Côte d'Ivoire a décidé de saisir la commission de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest pour la tenue d'une réunion extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement. Mardoché Kwasi. Le communiqué qui a découlé de cette rencontre extraordinaire du Conseil national de sécurité, présidé par le président de la République, Alassane Ouattara, est revenu sur le déroulé des événements depuis l'arrestation des 49 soldats jusqu'à la libération des 3 femmes du contingent, avant de dévoiler les derniers développements du dossier. Le 9 septembre 2022, alors que l'on s'attendait à la libération prochaine des 46 autres soldats, dont l'arrestation était considérée par le Mali comme une affaire judiciaire, les autorités maliennes ont demandé qu'en contrepartie de la libération de ces 46 militaires, la Côte d'Ivoire extrade vers le Mali des personnalités qui, selon elles, bénéficient de la protection de la Côte d'Ivoire pour déstabiliser le Mali. Cette demande confirme, une fois de plus, le fait que nos soldats ne sont en aucun cas des mercenaires, mais plutôt des otages. Face à ces derniers développements jugés inacceptables par les autorités ivoiriennes, la Côte d'Ivoire a décidé de saisir la commission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, pour qu'une solution rapide et définitive soit trouvée à cette situation. Le Conseil national de sécurité considère ce chantage comme inacceptable et exige la libération sans délai de nos 46 soldats. Au regard des derniers développements qui sont de nature à porter atteinte à la paix et à la sécurité dans la sous-région, le président de la République a instruit la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, à l'effet de saisir la commission de la CEDEAO en vue de la tenue, dans les meilleurs délais, d'une réunion extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement pour examiner la crise entre la Côte d'Ivoire et le Mali en vue d'aboutir à la libération de nos soldats dans les plus brefs délais. Le 10 juillet dernier, 49 soldats ivoiriens ont été arrêtés au Mali, considérés comme des mercenaires, puis inculpés mi-août pour tentative d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État et formellement écroués. Abidjan assure que ces soldats étaient en mission pour l'ONU dans le cadre d'opérations de soutien logistique à la mission des Nations Unies au Mali, MINUSMA, et exige leur libération. Depuis lors, seulement 3 femmes du contingent ont été libérées suite à la médiation togolaise, appuyée par plusieurs autres chefs d'État de la sous-région. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé ce mercredi un conseil des ministres qui a planché sur la rentrée scolaire 2022-2023. Plusieurs mesures spécifiques ont été prises, notamment en faveur des parents d'élèves qui pourront désormais louer des livres pour leurs enfants. Une autre mesure a également été prise concernant les COGES, dont les comptes ont été crédités. Pierre Dipomélin, Harouna Zeba. Le gouvernement au chevet de l'école ivoirienne. Le conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara, a adopté plusieurs mesures spécifiques pour cette rentrée scolaire 2022-2023 entamée lundi dernier. Objectif, soulager les parents d'élèves de quelques charges, mais surtout améliorer le système éducatif. Ainsi, les COGES qui ne peuvent plus lever des cotisations ont reçu l'accompagnement financier du gouvernement. Il s'agit notamment, au niveau de l'enseignement scolaire, de la distribution de 5,3 millions de kits
et de 6,1 millions de manuels pour un coût global de 17 milliards de francs CFA. En outre, un projet pilote de prêt et de location de livres dénommé Projet Bonamas sera mis en place pendant cette année scolaire. Les manuels essentiels seront prêtés aux élèves pour un coût de 10 000 francs CFA. Il s'agit également de la distribution de 167 000 tables-bancs aux établissements scolaires pour un coût de 3 milliards de francs CFA. De la mise à disposition d'un montant cumulé de 18 milliards de francs CFA virés sur les comptes des différents COJES qui, conformément aux instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, ne lèvent plus de cotisations auprès des parents d'élèves. Il s'agit également de l'ouverture d'une classe du préscolaire dans toutes les écoles primaires publiques, en privilégiant dans un premier temps les zones rurales, de façon à renforcer la place de la petite enfance dans le système éducatif national. Il s'agit toujours de l'assujettissement du recrutement temporaire des bénévoles à des tests d'évaluation du niveau de connaissance et de compétences. Notons que le système éducatif ivoirien connaît plusieurs réformes après les États généraux de l'éducation nationale qui ont eu cours pendant plusieurs mois. Le rapport final a été remis au chef du gouvernement la semaine dernière. L'année scolaire, elle, a démarré le lundi 12 septembre 2022. Et c'est le lundi 12 septembre que les élèves de Côte d'Ivoire étaient censés reprendre le chemin de l'école, une reprise dont la vitesse varie d'un type d'établissement à l'autre. Dans certaines écoles privées confessionnelles que nos reporters ont visitées ce mercredi, l'heure est plutôt aux inscriptions, réinscriptions et à la préparation du personnel. Reportage de Mardoché Kouassi et Tanguy Conan. Dans cet établissement primaire catholique que nous avons visité ce mercredi matin, les salles de classe restent fermées. Les préinscriptions, inscriptions et réinscriptions, qui ont démarré depuis le mois de juin, se poursuivent, même si l'engouement reste faible. Comme présentement, on n'a pas encore reçu de fournitures, parce qu'il faut les fournitures pour commencer la rentrée en tant que telle. Donc c'est maintenant les parents sont en train d'acheter les fournitures. Donc on leur a dit à partir de lundi prochain, donc qu'ils viennent avec les fournitures et puis on commence la rentrée proprement dite. Mais c'est une priorité pour moi d'abord. Quel que soit ce que je dois programmer à la rentrée, l'inscription est une priorité. C'est un peu difficile, mais en tant que parent d'élèves, c'est quelque chose de préparé. On n'attend pas la rentrée pour venir dire que ça ne va pas. En attendant le 19 septembre prochain, date de démarrage effectif des cours, l'heure est à la remise à niveau du personnel qui reçoit ce jour une formation sur les droits des enfants. Ce genre de formation avant la rentrée scolaire nous permet de remettre à niveau nos enseignants, de les remettre à niveau, de les booster et puis de voir que dans notre politique générale, nous faisons la formation. Nous n'avons pas, en parenthèse, pas de CAFOP. Nous faisons ce genre de formation pour mettre nos enseignants au même niveau que les enseignants du public. Cette formation, parce qu'ils ont compris qu'il y avait un souci au niveau de ces enfants en situation de handicap qui n'arrivent pas à s'intégrer réellement dans le système. Et aussi connaître les droits des enfants. Donc eux, ils ont bien voulu qu'on les forme sur l'éducation et sur le droit à l'éducation, le droit des enfants. Même ambiance dans ce collège privé confessionnel. Ici, quelques parents viennent se renseigner ou inscrire leurs enfants. La salle des professeurs et les salles de classe sont prêtes à accueillir dès la semaine prochaine les élèves, selon les membres de l'administration rencontrés sur place. Normalement, c'était le lundi 12 que nous devons commencer les cours. Mais compte tenu de la réhabilitation des classes, nous avons décidé de reporter jusqu'au 19 pour permettre aux parents qui n'ont pas encore eu le moyen de venir inscrire leurs enfants, de venir les inscrire pour pouvoir atteindre le nombre effectif pour commencer les cours. Au total, 3 jours après la date officielle de rentrée des classes, le privé confessionnel marque le pas. L'ambiance reste timide, mais les choses pourraient très vite s'accélérer avec la reprise effective des cours dès le lundi prochain en demi-journée pour atteindre leur vitesse de croisière à partir du 26 septembre prochain avec la journée entière.
La fistule obstétricale touche plus de 2 millions de femmes dans le monde. On estime que 600 000 à 1 million d'entre elles vivent en Afrique. Alors qu'elle présidait l'ouverture des travaux de la conférence Sud-Sud pour l'élimination de la fistule obstétricale ce mardi, la première dame, Dominique Ouattara, a plaidé pour un accompagnement plus soutenu en faveur des États africains dans la lutte contre ce mal. Pierre Dipomela, Kimo Eric. Pendant 2 jours, le système des Nations Unies et plusieurs partenaires techniques et financiers réfléchissent à Abidjan sur l'élimination de la fistule obstétricale, une lésion grave qui survient lors d'un accouchement. La première dame, Dominique Ouattara, qui a présidé la cérémonie d'ouverture, a appelé les partenaires techniques et financiers et ainsi que le système des Nations Unies à soutenir les États africains qui enregistrent environ 1 million de cas sur les 2 millions que compte le monde. Le problème de la fistule obstétricale nous concerne tous. Nous pouvons enrayer cette maladie si nous mutualisons nos efforts pour les actions d'envergure à haut impact, à savoir mobiliser des ressources au niveau national et international, renforcer les actions de prévention avec un dialogue permanent de proximité au sein de nos communautés les plus reculées. Nous gagnerons également à tirer parti de cette conférence d'Abidjan à 2 niveaux. En premier lieu, en explorant des approches de prévention et de prise en charge dans le cadre d'un partenariat élargi et coordonné entre pays africains. En second lieu, en tissant une collaboration fructueuse avec les pays occidentaux qui ont l'avantage d'avoir maîtrisé la fistule obstétricale. En Côte d'Ivoire, selon le ministère de la Santé, le pays enregistre un taux de prévalence de 2,5% dans la population des femmes en âge de procréer, soit plus de 135 000 cas, avec plus de 250 nouveaux cas chaque année. Cette rencontre de haut niveau a vu la participation de 16 pays. Ouverte mardi, la conférence refermera ses portes jeudi. Plusieurs panels sont prévus pour le renforcement des capacités des participants. Depuis 2018, l'importation de véhicules d'occasion de plus de 5 ans est interdite en Côte d'Ivoire, une mesure qui avait porté un coup aux acteurs du secteur. 5 ans après, il est toujours difficile pour eux de se relever. Certains espèrent toujours un allègement de ces mesures qui avaient été prises pour la protection de l'environnement. Mithilène Légré, Éric Kimou. Depuis 2018, l'importation des véhicules d'occasion sur le territoire ivoirien a connu des restrictions. Ainsi, sont interdits les camions de plus de 10 ans, les mini-cars de plus de 7 ans et les véhicules de tourisme de plus de 5 ans. 5 années après l'application de cette décision du gouvernement, plusieurs vendeurs de véhicules d'occasion ont abandonné le marché. Ceux qui ont pu résister jusqu'ici sont toujours à la peine. Ça ne va pas. Pour acheter un véhicule qui a moins de 5 ans, il faut avoir au minimum 20 millions. Mais 20 millions, avant le décret, ça te fait pratiquement 5 à 6 véhicules. Depuis cette réforme, le marché des véhicules d'occasion se porte mal, selon ces vendeurs. Pour garder le peu de clients qu'ils ont sous la main, certains ont choisi de se reconvertir dans la location de véhicules. C'est ce que fait Serge pour pouvoir joindre les deux bouts. On essaie de tenir. Avant, on vendait aussi des véhicules, mais avec cette nouvelle loi-là, on n'a plus de ventes dans ces jours. Voilà, donc la reconversion en location, quand il y a les mariages, quand il y a les cérémonies et tout, c'est ça qui nous fait gagner aussi de l'argent. Doumbia, lui, est dans la vente des voitures d'occasion depuis 14 ans. Pour continuer cette activité, il a trouvé un autre moyen, la vente sur commande. Le client me passe une commande ferme d'une voiture de 5 ans ou moins de 5 ans. Il paye 80% de la somme et à la livraison, il paye les 20 autres %. Si le gouvernement a pris ce décret, c'est pour lutter contre la pollution, mais surtout renouveler un parc automobile vieillissant. Cet espace que vous voyez, c'était des points où on garait quand même des véhicules de plus de 5 ans. Mais là, on a combien? On n'a que 2 ou 3 voitures aujourd'hui. On n'a pas ces moyens-là pour pouvoir acheter plein de voitures encore aujourd'hui pour pouvoir les revendre. Que l'État essaie de voir cette histoire de 5 ans-là, s'il pouvait revenir. Néanmoins, ça ne serait-ce qu'à 10 ans, cela va beaucoup nous arranger. Cette réglementation dans l'importation des voitures d'occasion a permis au parc automobile ivoirien de se renouveler au fil des années. Cette situation a fait le chou gras des concessionnaires. De plus en plus, des véhicules neufs gagnent du terrain dans la circulation.
La retraite peut être angoissante pour les seniors si elle est mal préparée, mais la grande question reste comment occuper son temps et comment lutter contre les maladies liées au troisième âge. Des retraités nous livrent leurs secrets. Pierre Dipomela. Trècheville, avenue 2. Ici, habite Yacine Sika, ancien agent municipal à la retraite depuis maintenant 4 ans. Comme bien de seniors en fin d'activité, il lui a fallu un moment d'adaptation à sa nouvelle vie. Pas grand-chose pour s'occuper, il se consacre à l'église. La journée, du lundi à mardi, je suis à la paroisse, je suis responsable de la Caritas, chaque mardi je suis là-bas. Le lundi, au début, il accompagne les enfants à l'école, et je sors pour marcher un peu et rentre vers 15h, 16h. Fernand Kofi, lui, à la retraite depuis 1993, est très régulier au village, où il s'adonne à des activités champêtres. J'ai quelques occupations là-bas, chant, je vais voir, je reviens, comme ma famille est ici. Et tout le temps je suis au village. Moi, une fois par mois, et je prends un long moment et puis je reviens. La marche semble le sport le plus adapté, vu leur âge. Et à un moment, c'était la partie générale qui m'a eu. J'ai arrêté un peu le sport en attendant pour le reprendre. Moi-même, j'étais sportif. C'est pour cela que je suis un peu ça. Quand vous voyez, mes petits frères sont vraiment fatigués, mais bon, j'étais vraiment sportif. Mais maintenant, je ne fais pas trop de sport parce que j'ai tellement de maladies, des opérations, tout cela. Bon, c'est ça qui m'a fatigué. Je ne fais pas trop de sport, mais je marche beaucoup. Je marche, je vais très loin. Ça aussi, je crois que ça fait partie du sport. La retraite active est une préoccupation pour le FIDRA, Fonds international pour le développement de la retraite, qui célèbre chaque année la journée de la retraite active. Cette année, le thème retenu est l'âge d'or des seniors. Cette journée va être marquée par un grand rassemblement des personnes du troisième âge, le 29 septembre prochain au Palais de la Culture. Certes, le retraité n'a plus les mêmes repères socio-professionnels, les mêmes codes sociaux, la même appréciation du temps. Mais c'est une nouvelle étape de sa vie qui commence. Les retraités que nous appelons les seniors sont des actifs post-salariés, parce qu'on prend sa retraite de salarié, mais pas de travailleur. Avec leur riche expérience, les retraités doivent être des citoyens actifs au cœur du développement. Le FIDRA invite donc les retraités et les pré-retraités et toutes les personnes soucieuses de se construire un projet de vie à la retraite à se joindre à la célébration de la journée de la retraite active en Côte d'Ivoire le jeudi 29 septembre 2022 au Palais de la Culture pour le Grand Abidjan et dans les agences du réseau du FIDRA en province. Selon le commissaire général de la journée de la retraite active, des panels, des jeux et des présentations d'activités génératrices de revenus vont meubler cette rencontre. La Côte d'Ivoire va abriter à partir de janvier 2024 la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour faire le point des sites qui vont abriter ce grand rendez-vous du football africain avec un accent sur Bouaké, des responsables de l'Office national des sports étaient face à la presse ce mercredi. Salif Yalékoué, Mathieu Rimbadé. Le stade de Bouaké est achevé à 98%. Telle est la précision du chef de département infrastructure de l'Office national des sports, qui faisait un état des lieux des infrastructures devant abriter la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. D'abord, la construction du stade, la réhabilitation, l'augmentation de capacité et la réhabilitation du stade lui-même, y compris le terrain de foot qui est en pelouse naturelle, la piste d'athlétisme de 400 mètres avec 8 couloirs et des aires de saut et de lancer d'athlétisme. En plus de ça, nous avons des terrains d'entraînement. Il y a le terrain du lycée technique, le terrain du centre technique, le terrain du lycée classique et le terrain de l'ancien stade de Bouaké. Alors, donc, tous ces travaux sont terminés à 98%. Outre la deuxième ville du pays, Abidjan, Korogo, Mans, San Pedro
Yamoussoukro se rend aussi de la partie lors de cette fête du football africain. L'ONS rassure que tous les chantiers avancent bien. Pour le site de Korogo, nous sommes avancés à 74%. À San Pedro, nous sommes avancés à 75%. À Yamoussoukro, vous l'avez vu, on a commencé à utiliser 99%. Au stade du feu de Boigny, 49%. Et nous sommes à Ebimpe pour les travaux de conformité, de mise aux normes, à 45%. Et tout ça pour vous dire, pour vous montrer que les travaux évoluent bien et que les délais seront tenus. La 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, initialement prévue en 2023, se tiendra en janvier et février 2024. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain. D'ici là, bonne suite de programmes sur NCI.